bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité. Ce jeudi, Emmanuel Macron a visité le palais présidentiel du Quirinal à Rome, au début d'une visite officielle dans la capitale italienne à Rome, jeudi 25 novembre, où il rencontrera le président Sergio Mattarella. Cette visite de Macron intervient après que la France a déclaré qu'elle mobilisait des réservistes et renforçait les opérations de sauvetage en mer, alors que Londres et Paris s'échangent des reproches sur la mort de 27 migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne dans un canot pneumatique. Les migrants, dont un enfant, se sont noyés lorsque leur canot pneumatique s'est dégonflé dans la Manche mercredi, l'un des nombreux voyages risqués de ce type qui tentent chaque année des embarcations branlantes et surchargées. Monsieur Macron devrait signer un accord vendredi avec le Premier ministre italien Mario Draghi pour tenter de faire pencher la balance du pouvoir en Europe après le départ de la chancelière allemande Angela Merkel. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués, mais un responsable italien a déclaré qu'il stimulerait la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'économie, le commerce, le tourisme ou encore la culture. Alors que les cas de Covid repartent à la hausse et que l'efficacité de la protection des vaccins s'estompe, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé de nouveaux changements dans la politique sanitaire. La France va rendre les troisièmes doses des vaccins Covid accessibles à tous les adultes. Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français. Aussi, à partir du 15 janvier 2022, la troisième dose deviendra pour les plus de 18 ans une condition sine qua non au pass sanitaire. Elle devra être réalisée au maximum 7 mois après l'injection de la précédente. D'autre part, les règles relatives au port du masque et les contrôles du pass seront renforcés. À ce titre et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Donc même en cas... Enfin, la validité des tests Covid passera de 72 à 24 heures. Une série de mesures que certains accueillent résignés. Disons que moi je pars du principe que je fais confiance à la science, aux scientifiques, et que s'ils disent que c'est nécessaire, c'est qu'il faut le faire. C'est pas avec plaisir que je le fais, mais bon, on n'a pas le choix. Enfin, pour moi, j'ai pas le choix, je le ferai. Et ces mesures en laissent d'autres perplexes. Habituellement, quand on prend un vaccin, le vaccin fait effet, et après, normalement, on reprend une vie normale. Et là, au bout de 3 doses, quand même sur un laps de temps quand même assez réduit, finalement, on va faire une troisième dose et on va conserver pratiquement tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, excepté pas de couvre-feu ni de confinement. De nouveaux migrants sont arrivés au Royaume-Uni en traversant la Manche dans de petites embarcations, un jour après que 27 personnes aient perdu la vie en tentant la traversée. Le Premier ministre s'est dit choqué et consterné par cette tragédie. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré que la Grande-Bretagne ferait tout ce qui est nécessaire pour aider à sécuriser les côtes françaises. Le président français a déclaré qu'il était favorable à une coopération européenne plus forte, mais que les migrants qui traversent ne veulent pas rester en France. Johan Robson de NTD a fait ce reportage. De nouveaux migrants ont fait un périlleux voyage à travers la Manche jeudi. Ils ont été secourus par un bateau de sauvetage avant de débarquer à Douvres dans la matinée. Cela s'est produit le lendemain du jour où un canot pneumatique a chaviré et où 27 migrants sont morts, le pire accident de ce type jamais enregistré dans la Manche. La ministre de l'Intérieur a déclaré jeudi aux députés que le gouvernement britannique ferait tout ce qui est nécessaire pour aider à sécuriser les côtes françaises. Je viens de parler à nouveau avec mon homologue français, le ministre Darmanin, et j'ai une fois de plus tendu la main et fait une proposition très claire à la France en termes de coopération entre la France et le Royaume-Uni, de patrouilles conjointes pour empêcher ces voyages dangereux d'avoir lieu. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de solution miracle. Il s'agit de s'attaquer aux problèmes de longue date, de démanteler les bandes criminelles qui traitent les êtres humains comme des marchandises et de s'attaquer aux chaînes logistiques. Cela nécessite un effort international coordonné. Les autorités françaises ont déclaré que les morts comprennent 17 hommes, 7 femmes, 2 garçons et une fille. Le Premier ministre a déclaré mercredi soir qu'il était choqué, consterné et profondément attristé par cette tragédie. Mais je veux aussi dire que cette catastrophe souligne à quel point il est dangereux de traverser la Manche de cette façon, et elle montre aussi à quel point il est vital que nous intensifions maintenant nos efforts
pour démanteler le modèle économique des passeurs. Il a ajouté que le Royaume-Uni allait mieux coopérer avec la France et les autres États membres de l'Union européenne. Notre proposition consiste à intensifier notre soutien, mais aussi à travailler ensemble avec nos partenaires sur les côtes concernées, sur la terre ferme, sur les lieux de mise à l'eau de ces bateaux, et c'est quelque chose qui, je l'espère, sera acceptable maintenant au vu de ce qui s'est passé. Des images tournées au petit matin de mercredi montrent que lorsque le groupe de migrants a entamé son voyage fatal, une voiture de police française se trouvait à proximité sur la plage. Je vais ici vous dire très clairement que nos forces de l'ordre sont mobilisées jour et nuit. Pas simplement hier ou avant-hier. Depuis le début, elles le sont aux frontières extérieures. Jamais la France n'a eu autant de policiers et de gendarmes et à certains moments de militaires mobilisés dans la lutte contre l'immigration clandestine. Aux frontières espagnoles, italiennes, mais également belges. Le président français a dit qu'il était favorable à une coopération européenne plus forte, mais les migrants qui traversent ne veulent pas rester en France. Nous tenons en quelque sorte la frontière pour les Britanniques. Et que toutes ces femmes et ces hommes ne veulent pas l'asile en France. Nous leur proposons, et toutes celles et ceux qui le veulent sont pris en charge dans les centres mis à disposition autour de Calais et de Dunkerque. L'ancien directeur général des gardes-frontières britanniques, Tony Smith, a déclaré que la mission des gardes-frontières était de sauver des vies et que les autorités réservaient un bon traitement aux migrants. Ce n'est pas le cas du côté français. Comme nous l'avons vu, les Français ne patrouillent pas dans leurs eaux territoriales. Ils autorisent les navires en mauvais état à entrer dans le canal dangereux et les gens n'ont pas d'équipement de sauvetage sur leurs navires fragiles. Pas de gilet de sauvetage vraiment efficace. Selon Smith, des patrouilles conjointes et des équipes d'application intégrées pourraient permettre d'arrêter les bateaux dans l'eau, sur les plages ou même de les empêcher de traverser le canal en premier lieu. Il existe un précédent dans le droit international pour mettre en place des patrouilles conjointes. Nous pourrions donc avoir des officiers français sur nos navires ou des officiers britanniques sur leurs navires ou même des navires conjoints. De nombreux migrants traversant la Manche depuis la France finissent à Douvres, sur la côte sud-est de l'Angleterre. La députée Nathalie Elphicke se dit déçue par la police française. Ils ont quitté le rivage en France et rien n'a été fait. Il y avait un enfant à bord lors de cette traversée particulière. Il est absolument vital que la police française empêche les bateaux de partir en premier lieu. C'est la meilleure façon de garder les gens en sécurité. La Grande-Bretagne a proposé son aide en termes de personnel et de ressources. Et j'espère que les Français vont maintenant accepter cette offre et que d'autres pays européens viendront en aide à la France. Les autorités françaises disent avoir arrêté 5 passeurs présumés. 2 survivants sont soignés pour une hypothermie sévère dans un hôpital français. Joanne Robson, NTD News. Les passeurs de clandestins profitent du désespoir des migrants qui espèrent rejoindre l'Europe tout en faisant abstraction de leur vie. Un passeur irakien nous confie qu'il gagne 90 000 € par an. Une famille irakienne qui a traversé la Pologne depuis la Biélorussie et qui a été refoulée chez elle dit qu'elle le recommencerait. Nous en savons plus grâce à Eddie Aitken de NTD. Un passeur de clandestins dans la province d'Irbil, au nord de l'Irak, a parlé à Sky. Il a déclaré que les affaires ne s'arrêtaient pas, avec des itinéraires de trafic qui se dirigent au nord vers la Biélorussie ou à l'ouest à travers la mer vers la Grèce et l'Italie, et plus loin vers le Royaume-Uni. Nous recueillons et transférons des personnes vers la Grande-Bretagne via Dunkerque où nous les mettons sur des bateaux. Normalement, ces bateaux accueillent 5 personnes, mais nous les renforçons avec des barres métalliques et un moteur pour pouvoir y faire monter plus de 15 à 20 personnes. L'homme prétend gagner plus de 90 000 € par an en faisant partie d'un réseau illégal. La famille Mahmoud, maintenant de retour à Erbil, a déclaré avoir payé plus de 27 000 € à des passeurs pour l'aider à se rendre en Europe. Quand nous sommes allés en Biélorussie, nous ne savions même pas comment obtenir assez d'argent pour manger. Le passeur a dit « Je n'ai pas d'argent pour vous ». Je lui ai dit que nous voulions rentrer à la maison, mais il a dit « Vous ne pouvez pas rentrer, j'ai dépensé de l'argent pour vous, vous devez faire avec ». Il nous traitait comme des animaux. La famille a réussi à passer en Pologne depuis la Biélorussie. Ils ont dit que les forces frontalières biélorusses les ont aidés à traverser. La police biélorusse. Ils ont coupé la barrière. Oui.
Mais les autorités polonaises ont fini par les attraper et les renvoyer. Ils disent qu'ils sont prêts à risquer à nouveau le voyage. Si nous avons de l'argent, nous recommencerons à payer. Parce que nous n'avons pas de vie ici, et nous n'avons pas d'avenir, et nous n'avons pas d'argent. Nous avons tout perdu. Le directeur médical d'un hôpital polonais près de la frontière biélorusse constate de ses yeux que des migrants en provenance d'Irak arrivent chaque jour dans son hôpital dans un état grave. Il souffre d'hypothermie, de pneumonie, d'os cassés et de déshydratation sévère. Comme il est d'origine kurde, il a demandé à une chaîne de télévision kurde en Irak de les faire venir au journal télévisé pour avertir ses compatriotes. Nous devons apprendre aux jeunes que la voie illégale n'est pas une bonne voie. Si vous avez une éducation, cherchez un emploi, faites-le légalement. Je suis le directeur médical de cet hôpital. Si 20 médecins voulaient travailler ici, je pourrais leur donner du travail demain, mais ils doivent remplir certaines conditions. Venir ici en risquant la mort de votre famille et de vos enfants, ce n'est pas une bonne solution. Après être arrivés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, de nombreux migrants restent bloqués dans la forêt humide et le froid se fait de plus en plus sentir. Au moins 13 personnes sont mortes dans cette zone au cours des dernières semaines. Eddie Aitken, NTD News. Des discours forts ont été prononcés jeudi à la Chambre des Lords, alors que les membres débattaient des accusations de génocide au Xinjiang en Chine. Les législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux atrocités commises par le Parti communiste chinois en matière de droits de l'homme en Chine, notamment l'épreuve de prélèvement forcé d'organes. Jen Warrell de NTD nous en dit plus. Discours émouvant à la Chambre des Lords avec ses membres débattant des accusations de génocide dans la région chinoise du Xinjiang. Les recherches publiées suggèrent que depuis 2016, au moins 1 million de personnes ont été détenues au Xinjiang sans procès. Le but est de les rééduquer et de remplacer leur foi musulmane et leur culture par une adhésion à l'idéologie du Parti communiste chinois. Des mots clairs disant que le Royaume-Uni doit agir. Nous ne devons pas rester les bras croisés en regardant un génocide se dérouler sous le couvert de la rééducation. Les pairs ont débattu des accusations de torture, de travail forcé et de stérilisation forcée des Ouïghours et d'autres groupes ethniques, ainsi que des prélèvements forcés d'organes, un crime qui a été infligé au groupe spirituel Falun Gong persécuté. Nous voulons essayer de retrouver notre boussole morale. Nous voulons essayer d'indiquer la voie à suivre pour traiter avec les nations qui commettent des actes de malveillance. En venant ici, je suis passé devant un petit groupe de manifestants qui se trouve sur Portland Place depuis des années pour attirer l'attention sur les milliers de personnes qui ont disparu en Chine. Ce sont des pratiquants de Falun Gong, mais leur sort est le même que celui des Ouïghours. Leur sort est d'être tués pour leurs organes afin d'alimenter un commerce ignoble de tourisme de transplantation à but lucratif. On estime que 1,5 million de personnes ont été assassinées pour leurs organes. Au cours du débat, qui a duré plus de 2 heures et demie, des questions ont également été posées sur les chaînes d'approvisionnement. Chers Lords, je vois que beaucoup d'entre vous portent des masques. S'il vous plaît, regardez où vos masques ont été fabriqués. Et pouvons-nous considérer si une partie de la chaîne d'approvisionnement aurait pu inclure du travail d'esclaves? Sommes-nous peut-être tous complices? Le ministre des Droits de l'Homme a déclaré qu'il travaillera avec des partenaires internationaux et le peuple ouïghour pour que le régime chinois rende des comptes. L'avocat Michael Pollack affirme que le gouvernement britannique pourrait rendre l'initiative sur la question du génocide au Xinjiang. Une chose que le gouvernement britannique pourrait faire, c'est d'amener les membres de l'Assemblée générale des Nations unies à demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur la question de savoir si un génocide et des crimes contre l'humanité ont lieu. Il faut un pays avec un peu de courage et un peu de force pour se lever et être celui qui dirige ce mouvement. Nous appelons donc le gouvernement britannique à être ce pays à la tête du mouvement, pour une fois sur cette question. On avait l'impression à la Chambre des Lords, notamment dans le discours de clôture de Lord Alton, qu'il voulait parler et agir pour les autres qui n'ont pas de liberté fondamentale. Bonhoeffer dit « Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir.
Je pense que nous devons tous garder à l'esprit les privilèges dont nous jouissons et nous avons le devoir d'utiliser ces privilèges, ces devoirs, ces libertés chaque fois que nous avons la chance de le faire. Jen Worrell, NTD News, Londres. Le ministre britannique de la Défense a annoncé un changement radical de l'armée avec son plan Future Soldier, ou Soldats du futur. L'objectif est de s'engager dans le monde entier, d'investir dans des équipements de pointe et de devenir un contributeur clé de l'OTAN. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Le secrétaire d'État à la Défense Ben Wallace a annoncé le plan gouvernemental Soldats du futur, visant à restructurer l'armée britannique. Tout en investissant des milliards dans des équipements modernes et en développant une base à Oman, l'armée va réduire ses effectifs à 73 000 hommes. Loin d'être privé d'investissement comme certains le prétendent, nous injectons 41,3 milliards dans l'équipement et le soutien de l'armée cette décennie. C'est 8,6 milliards de livres de plus que ce qui avait été prévu avant la révision intégrée. Nous utilisons ces fonds pour créer une armée moderne, innovante et numérisée. Notre future armée sera plus légère mais plus productive, privilégiant la rapidité et la réactivité à la mobilisation de masse. Auparavant, l'effectif cible était de 82 000 soldats, mais le nombre réel de soldats est d'environ 76 000. La réduction à 73 000 soldats sera réalisée par des changements structurels et non par des licenciements. Selon Wallace, l'armée britannique doit s'adapter aux menaces de l'avenir, telles que les crises humanitaires, l'extrémisme violent plus performant et la concurrence entre les puissances mondiales. Les plans comprennent le départ de base au Canada et la réduction des effectifs au Royaume-Uni, ainsi que le déplacement de troupes et d'équipements vers des pays tels que Oman et le Kenya. L'objectif est que notre réactivité et notre présence dissuadent nos adversaires. Le fait d'être basé à Tidworth, avec un temps de déploiement d'1 mois, ne dissuade pas vraiment un adversaire tel que la Russie, qui s'exerce constamment et modifie constamment le profil de préparation de ses forces afin de nous laisser dans l'expectative. Le secrétaire d'État à la Défense a noté les récents exercices militaires de la Russie et le renforcement des forces à la frontière de l'Ukraine, disant qu'il est juste que les pays de l'OTAN soient profondément inquiets. Malcolm Hudson, NTD News. En Serbie maintenant, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Belgrade mercredi 24 novembre pour protester contre la politique du gouvernement en matière d'investissement étranger. Les manifestants affirment que les lois proposées favorisent les intérêts des investisseurs étrangers au détriment de ceux des citoyens serbes et sont mauvaises pour l'environnement. David English de NTD nous en dit plus. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées devant le bâtiment de la présidence serbe mercredi. Les manifestants ont utilisé des sifflets et bloqué la circulation avant de défiler dans le centre-ville. Ils se sont engagés à bloquer les routes dans tout le pays si les autorités approuvent une loi autorisant le gouvernement à confisquer les biens privés. Selon les organisateurs, cette loi permettra à l'État de confisquer les biens des citoyens dans l'intérêt des sociétés étrangères telles que Rio Tinto. Le gouvernement de la République de Serbie a passé des accords privés avec cette entreprise. C'est le message des citoyens serbes que la Serbie n'est pas à vendre. Rio Tinto a déjà fait face à des protestations concernant son projet d'ouverture d'une mine de lithium dans l'ouest de la Serbie. Des groupes écologistes ont prévenu que la mine prévue dévasterait l'environnement dans la région. Nous voulons respirer librement. Nous nous soucions de notre santé, de notre nature et nous ne laisserons jamais cette chose se produire. Le gouvernement serbe a nié que les projets de loi aient été conçus pour permettre à Rio Tinto de prendre le contrôle des terres nécessaires à la mine. Le président a déclaré que la loi était nécessaire pour les projets d'infrastructures tels que les routes et les chemins de fer. David English, NTD News. La première femme Premier ministre de Suède, la social-démocrate Magdalena Andersson, a démissionné mercredi après moins de 12 heures à la tête du pays. Cette démission est due au fait que le Parti des Verts a quitté la coalition bipartite. Le pays doit maintenant trouver un nouveau gouvernement. La première ministre suédoise nouvellement élue a démissionné mercredi, moins de 12 heures après son entrée en fonction. Magdalena Andersson, première femme à diriger le pays, était à la tête d'un gouvernement dirigé par une coalition minoritaire bipartite. Mais une fracture précoce dans cette alliance l'a poussée à démissionner. Ce matin, j'ai été élu Premier ministre par le Parlement pour former un gouvernement de coalition avec les représentants des sociaux-démocrates et des Verts. Le Parti des Verts a maintenant annoncé qu'il ne voulait plus faire partie du gouvernement. Le Parti vert suédois a démissionné après que le Parlement a rejeté le projet de loi de finances de la coalition et en a adopté un autre élaboré par 3 partis d'opposition.
Anderson n'a donc pas eu d'autre choix que de démissionner. Le Parti des Verts a toutefois déclaré qu'il la soutiendrait lors de tout futur vote de confirmation au Parlement. Entre-temps, les partis d'opposition n'ont pas été en mesure d'obtenir une majorité. Anderson a succédé à Stefan Löfven au poste de Premier ministre, ainsi qu'à celui de chef du Parti social-démocrate. Le président du Parlement décidera de la prochaine étape dans le processus de recherche d'un nouveau gouvernement. Mais il est fort probable qu'il proposera Anderson pour un nouveau vote dans les prochains jours. L'un des groupes de défense des droits de l'homme les plus connus de Russie pourrait être menacé de fermeture. Le groupe Memorial a passé des décennies à documenter les répressions de Staline et à aider les gens à trouver des informations sur les victimes du dictateur de l'ère soviétique. Mais les principaux bureaux de l'association risquent maintenant d'être fermés sur ordre des procureurs de l'État qui l'accusent d'enfreindre les lois russes sur les agents étrangers. Un reportage de Johan Robson, NTD. L'organisation russe de défense des droits de l'homme, Memorial, a fait l'objet d'un examen minutieux pour avoir, selon les procureurs de l'État, enfreint les lois russes sur les agents étrangers. Le groupe risque de fermer. Fondé à la fin des années 1980, au crépuscule de l'ère soviétique, Memorial a passé des décennies à documenter les répressions de Staline et à aider les gens à trouver des informations sur les victimes. Parmi elles, nous retrouvons Alexander Koroboshkin, dont le grand-père a été arrêté et fusillé en 1938 pendant la Grande Terreur de Staline. Je n'ai entendu parler de mon grand-père que par des proches qui étaient très jeunes à l'époque, 12 à 15 ans, mais je ne l'ai jamais vu. Des millions de citoyens soviétiques ont été exécutés par la police secrète ou envoyés dans des camps de travail sous le règne de Staline. Tant de vies humaines ont été ruinées. Si cette organisation est fermée et que personne ne s'en souvient, comment la prochaine génération pourra-t-elle vivre sans se souvenir ? Memorial, qui continue de dénoncer les violations des droits de l'homme et de s'exprimer en faveur des prisonniers politiques actuels, affirme que cette démarche est motivée par des raisons politiques. Memorial a été désigné comme un agent étranger en 2016. Un tribunal a commencé à entendre la motion de fermeture jeudi. Philippe Minlos a déclaré que Memorial l'avait aidé à en savoir plus sur son grand-père, qui a été emprisonné au début de la Seconde Guerre mondiale et est mort en prison. Такие истории, такие прекрасные истории, как моя, когда кто-то... Des histoires aussi incroyables que la mienne dans lesquelles Memorial a aidé à trouver des informations sur un grand-père ou un arrière-grand-père pourraient désormais devenir impossibles. De plus, cela envoie le signal que le système social moderne ne convient pas à Memorial. Современного общественного устройства с мемориалом. Le responsable des archives de Memorial pense qu'il est possible que l'action en justice contre le groupe soit une rétribution pour ses efforts sans compromis pour exposer les crimes de Staline et les répressions soviétiques. Cette action intervient dans un contexte de répression des médias et des groupes de la société civile russe, dont certains ont été qualifiés d'agents étrangers ou interdits. Les autorités nient toute répression et affirment que leurs lois sur les agents étrangers sont nécessaires pour protéger la Russie contre les ingérences étrangères. Johan Robson, NTD News. De nouvelles directives du système de santé britannique demandent aux médecins de ne pas utiliser d'antidépresseurs comme premier choix pour traiter la dépression légère. Ils leur suggèrent de proposer en priorité des traitements tels que la méditation ou la thérapie comportementale en concertation avec le patient. L'utilisation d'antidépresseurs n'a cessé d'augmenter ces dernières années, notamment pendant la pandémie. Joy Dougie de NTD nous donne les détails. Selon les nouvelles directives de l'Institut national de la santé publique britannique, ou NHS, les personnes souffrant de dépression légère devraient se voir proposer des séances de conseil ou des cours collectifs sur des sujets tels que la méditation plutôt que des antidépresseurs. L'ébauche du projet indique que les médecins ne devraient pas systématiquement proposer des antidépresseurs comme traitement pour les dépressions moins graves, à moins que ce ne soit la préférence du patient. Il invite les médecins à impliquer les patients dans des conversations sur ce qui leur conviendrait le mieux, mais précise qu'ils doivent donner la priorité au traitement psychologique et à la thérapie comportementale.
Les experts ont déclaré que le nouveau projet, qui fait l'objet d'une consultation, est le premier en 12 ans à identifier, traiter et gérer la dépression chez l'adulte. La directive indique également que les médecins doivent expliquer à un patient que s'il souhaite arrêter de prendre des antidépresseurs, le sevrage peut prendre des semaines ou des mois. L'utilisation d'antidépresseurs au Royaume-Uni est en augmentation constante depuis 2015. Les chiffres du NHS montrent que plus de 20 millions d'antidépresseurs ont été prescrits entre octobre et décembre 2020, soit une augmentation de 6% par rapport aux 3 mêmes mois de 2019. Joy Duguid, NTD News. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, restez avec nous pour la suite de nos programmes.